Donc, on aborde la conclusion de cette matinée. Peut-être sous une première question pour essayer de rebondir sur les interventions de Mireille, Aline et Catherine, dès que je retrouve mon papier. Ouais. Donc, on a noté à l'occasion de ces interventions que les bibliothèques avaient un rôle social à jouer, en plus de leur rôle culturel ou de leur rôle de lieu de documentation qu'on avait évoqué tout à l'heure. Ce rôle social, selon vous, Raphaël, ces moments privilégiés d'accueil qu'on avait vu pour le cas de la bibliothèque de Levallois, qui a fonctionné vraiment comme un lieu de retrouvailles pour les adhérents. Est-ce que c'est là aussi une nouvelle façon d'envisager le rôle de la bibliothèque pour l'avenir? Elle est déjà un petit peu un rôle social, évidemment. Toutes les bibliothèques ont déjà un rôle social. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va s'amplifier? Alors d'abord, je voulais féliciter tous les collègues qui ont témoigné, y compris d'ailleurs, pour ces manifestations de résilience. Bravo pour ce beau boulot. C'était très, très chouette à entendre, avec des petits moments d'émotion. Voilà, c'était vraiment, vraiment très agréable et vraiment bravo. Et bravo à ceux qui sont dans la salle aussi, enfin dans la salle, dans leur salle, et qui ont certainement mené de très belles actions aussi. Alors, la question du rôle social, elle est... alors, d'abord, elle est complexe parce que ce mot de social, il peut aussi bien recouvrir ce qu'on appelle dans la notion de sociabilité, finalement, le rôle de pilier de la démocratie sociale que peut être la bibliothèque. Et quand on parle de démocratie sociale, vous savez que la démocratie sociale, c'est pas un vain mot normalement dans notre pays. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu difficile à croire, mais c'est inscrit dans notre constitution. Hein. C'est un des 5 piliers de notre pays. Nous sommes supposés être une démocratie sociale si on en croit notre constitution. Ça commence là-dedans, dans le préambule. Hein. Donc, la démocratie sociale, c'est quand même cette idée dont je parlais tout à l'heure d'exclusion-inclusion, l'idée qu'on ne peut pas laisser sur le bord de la route des gens et qu'il convient de faire tout ce qu'on peut. C'est vraiment la bibliothèque de la Troisième République, hein, c'est Durkheim, qui convient de ramener les gens dans le giron du groupe social. Et c'est là la première question de la sociabilité et du social qui a touché les bibliothèques et qui est hyper important. Donc, quand on parle du rôle social de la bibliothèque, le premier rôle auquel on pense, c'est ce rôle-là, c'est-à-dire comment la bibliothèque fait en sorte que personne ne reste sur le bord de la route. Et je trouve que dans les 2 témoignages qu'on a eus, là, il y a la question, enfin Mireille, à un moment donné, dit les enfants ne viennent pas. Bon, ben, on va aller dans les écoles parce que les enfants, de toute façon, ils vont encore à l'école. Et il y a vraiment cette idée-là, le premier rôle social de la bibliothèque et que les bibliothèques font depuis longtemps, mais qu'il faut continuer à faire. Et comme je disais, peut-être plutôt avec cette approche de l'attention aux vulnérabilités que de la réflexion sur l'exclusion, c'est bien sûr cet aspect-là, quoi, de faire en sorte que tout le monde ait droit aux mêmes choses. C'est notre rôle de service public. Et je dirais que ce n'est pas un nouveau rôle, mais évidemment dans des conditions où les inégalités vont être amplifiées. On le sait, elles sont déjà amplifiées et elles vont continuer à l'être. Nous avons un gros travail à mener, évidemment, là-dessus. Le deuxième aspect, c'est évidemment la sociabilité en termes de relations. Et ça, c'est une autre définition sociologique de la sociabilité, cette fois-ci qui n'est pas de Durkheim, mais qui est de quelqu'un qui s'appelle Simmel. Voilà, je le mets en même temps dans le chat, c'est plus simple en fait. Voilà, et qui a été approprié par les sociologues plutôt américains, parce que Simmel est parti aux États-Unis, et qui est vraiment l'idée qu'au fond, on se construit dans le groupe social par les relations qu'on entretient avec les autres. Et c'est là tous les jeux de reconnaissance aussi. Et ça, on le connaît bien en bibliothèque, quand par exemple, on donne la possibilité à des mamans étrangères, par exemple, de faire l'heure du conte dans leur langue. Voilà, typiquement, là, on est dans des jeux de reconnaissance et d'interrelation qui font partie du rôle social de la bibliothèque, c'est-à-dire du rôle de connexion. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de collectif.
D'accord? C'est aussi l'idée un peu qu'on retrouve là-dedans, bien qu'à mon avis, elle ne soit pas bien traitée forcément, mais dans la notion de troisième lieu. Alors après, il y a autre chose qui a émergé, et notamment dans ce qu'a dit Mireille, dans ce moment d'émotion où elle dit, la personne dit, est-ce que je peux revenir? Est-ce que je peux revenir parce que moi j'ai envie de parler. Et ça c'est marrant parce qu'en fait ce retour-là, moi je l'ai eu de plein de bibliothèques et notamment des grandes bibliothèques. Et un collègue, et pas forcément en temps de crise, hein, mais à la bibliothèque municipale de Bordeaux, un collègue disait un jour, enfin me racontait, c'est le directeur en fait qui me racontait que un des usagers lui disait, mais ce qu'il y a c'est qu'à la bibliothèque c'est le seul endroit à l'accueil où je sais que je peux discuter avec vous. Et en fait, c'est marrant parce que nous, quand on est en service public, on n'est pas forcément disponible en vrai tout le temps pour discuter avec les gens pendant longtemps. On aimerait bien. Alors, tout à l'heure, Mireille parlait de récréation. Oui, alors ça dépend où on travaille, hein, parce que quand on a une file de gens derrière, etc., et en temps presque normal, on a bien envie de parler avec les gens, mais on sait bien qu'il y a d'autres gens qui attendent. Il y a les gens qui attendent les renseignements, il y a les gens qui viennent rendre, il faut gérer la salle, etc. Bon, et en fait, on voit que par contre, pour les usagers, ils considèrent que c'est vraiment un des rares lieux où finalement la personne qu'ils ont en face est à l'écoute de ce qu'ils ont à dire. Donc, ce qui me paraît important, et là, quand la personne dit j'ai envie de venir parler, ce qu'elle marque elle aussi, c'est qu'elle est dans un endroit. Alors, cet endroit, il est la bibliothèque hors de la bibliothèque, puisque c'est la bibliothèque sous le chapiteau, mais ce serait dans la bibliothèque, ce serait pareil. C'est un endroit où non seulement elle peut parler, mais surtout où on peut l'écouter. Et c'est là peut-être le nouveau rôle social, je dirais, un peu dans les bibliothèques, c'est le côté bar de la bibliothèque, hein, le côté, on appelle ça estaminet de la bibliothèque, c'est-à-dire celui où on sait qu'on va pouvoir aller discuter et échanger sur ce qui nous relie, c'est-à-dire le fait d'appartenir à un même territoire, d'être sur une même identité territoriale. Ce côté social-là, est-ce qu'il va se développer? Alors là, difficile de le dire, mais ce qui me paraît certain en revanche, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon intervention, c'est que l'empathie qu'on a ressentie envers nos concitoyens, le fait qu'on ait partagé avec eux quelque chose qui est exceptionnel à l'heure actuelle. Je ne suis pas sûre que ce soit exceptionnel dans 10 ans, hein, mais ce qui a été exceptionnel au moment où on l'a vécu tous ensemble, cette proximité que nous avons eue les uns avec les autres et cet empêchement de faire circuler le discours, la parole, les échanges, eh bien, ça a mené à ce qu'à un moment donné, en tant que bibliothécaire, on ait envie de prêter encore plus l'oreille, encore plus l'attention. Et je pense que dès lors, cette notion d'empathie et la notion d'attention et de care dont je parlais ne pourra être que développée. Enfin, moi, je pense que les formations vont beaucoup insister là-dessus dorénavant. Voilà. J'espère que ça répond à vos questions. Dans la même idée, donc, rôle social, mais également, on avait évoqué avec nos collègues de l'ALU la question majeure de faire revenir les adhérents dans la bibliothèque. Les uns et les autres ont pris de longues habitudes. Pendant ces 15 mois de crise, des habitudes qui vont peut-être perdurer. On évoquait tout à l'heure le retour timide à un fonctionnement après le premier confinement. Je pense qu'on va revenir à nouveau à un retour timide du fonctionnement à peu près normal des bibliothèques, parce que tout ne va pas se remettre en place du jour au lendemain. Est-ce que, quelque part, le fait que les bibliothèques soient restées ouvertes pendant toute cette période n'est pas une malédiction? Là où les bars et les autres établissements culturels vont finalement reprendre leur fonctionnement d'avant la fermeture, les bibliothèques, elles ont eu un long fonctionnement en mode anormal. Est-ce que ça ne va pas rendre très compliqué ce retour à une vie plus habituelle, plus normale? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse, hein, mais ça, les collègues, il me semble, de la loup, je ne sais plus, excusez-moi, la loupe, on en parlait de la difficulté de repenser la bibliothèque en temps normal. Mince, j'ai perdu non, c'est pas que ça. Je voulais. Ah, je crois qu'il y a un. Ouais. Mince, j'ai perdu mon fil.
on était au retour à il y a plusieurs, il y a plusieurs aspects sur la question du retour à la normale. Il y a la question de, voilà, les collègues de la Loupe l'ont dit, finalement, les gens ne savaient pas forcément qu'on était ouvert. Voilà, ils l'ont dit. Du coup, la malédiction, peut-être qu'elle ne va pas avoir lieu. Parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire, ah super, tout rouvre, les bibliothèques réouvrent, on va revenir. Donc, si ça se trouve, pour une partie, je pense, de nos usagers, ils vont se dire, bon, bah, pourquoi pas. La malédiction que je vois, moi, elle est ailleurs. Et elle n'est pas propre à l'ouverture ou à la fermeture des bibliothèques. Elle est ailleurs. Elle est dans le fait que finalement, pendant un an, les gens ont trouvé d'autres moyens d'avoir de l'information et qui ne sont pas forcément des bons moyens toujours. Hein, voilà. Les parents ont trouvé d'autres moyens d'occuper leurs gamins. Vous l'avez tous dit, hein. La grosse, ce qu'on remarque, la grosse conséquence finalement de tout ça, c'est la perte de la présence des enfants. Enfin voilà, moi, je n'ai pas mis ma gamine à la bibliothèque depuis très longtemps. Enfin, je ne l'ai pas amenée à la bibliothèque depuis très longtemps. On le sait bien, ça. Donc, avant que la bibliothèque retrouve cette présence familiale, je dirais, il va falloir un certain temps. Alors après, ça va peut-être se remettre en place parce que tout simplement, les humains sont très résilients et ils ont une tendance très forte à reprendre des bonnes vieilles habitudes et les mauvaises aussi, malheureusement. Donc, j'ai tendance à me dire que, bon, bah là, ça y est, les musées ont réouvert. Bientôt, je vais ramener ma fille voir un musée. Puis après, de toute façon, si je l'emmène voir un musée, je vais reprendre l'habitude de lui trouver des occupations extérieures. Et puis, si on prend des occupations extérieures, bah, dedans, il y aura la bibliothèque, et etc. Mais il est certain qu'il va falloir quand même retravailler sur ces questions d'accueil et se poser la question de ce qu'on apporte encore de spécifique par rapport à d'autres acteurs qui ne sont pas des acteurs de l'information et de la culture. Comme par exemple, je disais, Petit Bateau ou Picard, qui continuent de m'envoyer plein d'activités à faire à mes gamins. Donc, à mon enfant, j'en ai qu'un. Je pense que toute la difficulté, là, ça va être aussi pour moi, en fait, la difficulté, c'est presque de reprendre la normale. C'est pas tant du côté des usagers qu'elle se fait, mais c'est du côté des bibliothécaires. Parce que, par exemple, Mireille, il faudra nous dire quand ce sera fini, cette histoire. Vous allez le lâcher, votre chapiteau, ou vous n'allez jamais plus le lâcher? Parce que, en fait, maintenant, les gens, ils se disent, il est trop bien ce chapiteau. Alors, est-ce qu'à un moment donné, ils vont dire, ah ouais, mais c'est fini, là, la petite crise, là, vous retournez dans votre bibliothèque. Ouais, mais moi, je veux rester dans mon chapiteau. Comment on fait? Je vais vous prendre un autre exemple. Moi, je ne veux plus retourner travailler en présentiel. Bon, j'y vais de temps en temps, hein, mais j'ai plus envie. Moi, je suis hyper bien depuis chez moi. Je bois mon thé, je fais mes trucs, je m'arrête 2 minutes, je dis bonjour à mon chat, à mon compagnon, à ma fille si elle est là. J'ai pas envie de passer 5 jours par semaine dans mon bureau, quoi. Alors que je travaille des heures et des heures. Je travaille de 6 heures du mat à 17-18 heures. Donc, c'est pas travailler qui est un problème. Donc, la question de la normalité, en fait, à mon sens, et là, je m'adresse à tous les managers qui sont présents, elle est de savoir comment on accompagne les équipes à reprendre un fil de normalité et que cette normalité, elle tienne compte de toutes les belles innovations qui ont été faites sans essayer de faire rentrer les gens, les bibliothécaires comme les bénévoles, dans des cases de ce qui se faisait avant. Avant ne doit plus faire partie de notre discours, je pense. On en a fini de la continuité, c'est plus possible ça. Voilà. Justement, ne pas faire rentrer les gens dans des cases de fonctionnement d'avant, parce que ce n'est pas un petit peu incompatible avec ce que proposent les sénateurs dans le cadre de la proposition de loi sur les bibliothèques. C'est intéressant quand on lit le texte de la proposition de loi qui met en avant les fondamentaux des bibliothèques. C'est quoi les fondamentaux aujourd'hui des bibliothèques? On a l'impression que cette proposition de loi est un miroir de ce qui s'est passé, avant la crise sanitaire. Et est-ce que les bibliothèques de l'après-crise sanitaire vont être adaptées à cette loi qui se prépare, qui n'est qu'en discussion. Il n'y a pas d'amendement et des modifications, mais en tout cas, le texte actuel nous donne cette impression de décalage. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais rien.
J'en sais rien parce que là encore, c'est typiquement quand j'ai vu cette loi et que j'ai commencé à lire le texte, je me suis dit que j'aimerais bien organiser un séminaire pour en discuter avec des gens. J'essaye de me retenir de faire ce genre de choses parce que voilà, l'an dernier, ça m'a pris 8 mois de ma vie. Donc j'essaye de me retenir. Je suis super partagée parce que moi, j'ai longtemps travaillé sur l'international. On fait vraiment figure d'exception à ne pas avoir de loi de bibliothèque. Vous, les BDP, vous le savez plus que les autres. On en a connu une BDP qui a plus ou moins disparu corps et âme. Bon, voilà, ça pose toujours question. Toutes les bibliothèques qui sont dans des villes, qui sont non plus maintenant des communes, mais des intercos, etc., ont connu les difficultés à faire reconnaître ces compétences-là et à voilà, à déterminer qui va faire quoi et comment, etc. Donc, avoir une loi qui protège, ne serait-ce que de l'existence de la bibliothèque, et je vais dire un truc horrible, mais on ne sait pas ce que notre avenir politique va être. À l'heure actuelle, on a encore, hein, malgré tout, des présidents et des voilà qui protègent les bibliothèques. D'accord. Je le parierai pas pour l'avenir. Je le parierai vraiment pas pour l'avenir. Moi, je fais partie des gens qui sont un peu inquiets sur le devenir politique de la France. La disparition des bibliothèques, c'est quelque chose qu'on a connu dans l'histoire. Hein. Voilà. Et quand c'est pas la disparition, c'est des censures fortes, etc. Donc, ne pas avoir quoi que ce soit qui protège l'existence même de la bibliothèque. Dans un moment où on voit un resserrage politique vers l'extrême droite, hein, pour être clair. Vous savez qu'en 2017, quand l'ABF a contacté tous les candidats à la présidentielle pour leur demander leur avis sur les bibliothèques, il n'y en a un seul hein, parmi tous les candidats. Hein. Un seul groupe qui n'a pas répondu, groupe politique, c'est le Rassemblement national, qui n'a pas répondu. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même un peu se méfier de l'avenir. Et dès lors, avoir une loi qui est la plus... Vous avez remarqué que cette loi, si vous l'avez lue, elle est très light, en fait. Hein. Elle dit, en gros, il faut des bibliothèques et il faut des BDP. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, moi, je pense qu'elle sert à ça, cette loi. Je pense que Sylvie Robert, clairement, qui est d'un groupe politique qui est en voie de disparition, hein, à savoir le Parti socialiste, en gros, se dit il faut absolument faire quelque chose avant que ça tourne mal. Quoi. Donc, je pense que c'est ça, en gros, l'idée. J'en ai pas parlé avec elle, je la connais pas, hein, c'est mon analyse. En revanche, il y a des petites choses qui me dérangent, dont moi j'aimerais bien parler, c'est est-ce qu'on a intérêt et quelle est la position des bibliothécaires à afficher la question du pluralisme, par exemple, et à dire les bibliothèques doivent être plurielles. Et il y a un texte, à un moment donné, ça écrit il faut que toutes les opinions soient présentes. Alors, selon le champ de la bibliothèque. Et alors, du coup, c'est ce vide-là, ce vague-là, ce flou-là, il pose question, parce que moi, je veux bien être pluriel, il n'y a pas de souci, mais enfin, pas dans n'importe quelle bibliothèque, on n'a pas forcément besoin d'avoir tout et son contraire partout. Qu'est-ce que ça veut dire tout et son contraire? Qu'est-ce qu'on peut nous demander d'avoir et de ne pas avoir? Voilà. Donc, d'un côté, moi, je considère que les bibliothèques sont là, aussi, on est du service public, hein, donc on ne décide pas de tout seul, hein, c'est pas une démocratie d'experts. Mais d'un autre côté, ça pose quand même question. Et la deuxième chose qui me dérange un peu, c'est l'espèce de litanie de ce à quoi sert la bibliothèque et qui finit par le loisir. Et alors, je trouve que ça, c'est... mais vous aurez compris quand j'ai parlé de culture tout à l'heure, je pense que c'est un moyen de dire... Enfin, je vois très bien les bibliothécaires qui insistent sur le fait qu'on est là pas seulement pour apprendre, mais aussi pour le loisir. Et je comprends, mais en fait, ça n'a que peu de sens d'un point de vue bibliothéconomique. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on vient pour lire par plaisir, mais ça n'empêche pas qu'on apprend des choses. Ça n'empêche pas que cette lecture, elle participe du fait de construire une culture. Ça n'empêche pas que cette lecture loisir, elle permette d'avoir des billes pour discuter avec des gens. Ça n'empêche pas qu'elle permette de se faire des relations. Ça n'empêche pas qu'elle permette d'avoir des informations. Ça n'empêche pas qu'elle apprenne à parler. Ça n'empêche pas qu'elle apprenne à avoir du vocabulaire. Réduire la bibliothèque à du loisir, c'est quoi? C'est un club de sport ou quoi?
Je veux dire, il faut faire vraiment attention aux mots qu'on utilise. Et je sais que les bibliothèques se sont battues pour ne pas être prises pour des écoles. Et du coup, on dit, oui, non, mais nous, c'est le loisir, c'est pas l'école et tout. Mais en fait, l'apprentissage et l'ignorance, ce sont des belles choses et qui ne sont pas du coup forcément du côté de l'éducatif. Voilà. Et ça c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, que les bibliothèques assument. Et cette présence du loisir dans une phrase qui dit, oui, elles sont éducatives, elles sont culturelles, elles sont machin, et elles sont de loisirs, tout d'un coup, on ne sait plus. Et si on ne sait pas ce qu'est quelque chose, alors on peut être n'importe quoi. Et je pense que ça ne nous permet pas d'aller parler correctement avec les élus quand on est un truc de loisir. Voilà. Donc, je pense qu'il faut faire gaffe à ça. Et je sais que je ne vais pas me faire des amis en disant ça. Je suis désolée, hein, mais vraiment, je pense qu'il faut faire attention. Et ça ne veut pas du tout dire que je pense qu'on ne doit pas venir à la bibliothèque pour le plaisir. C'est tout autre chose, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est bon. En gros, à chaque question que vous me faites, en fond, je finis par répondre, j'en sais rien. Un peu oui, un peu non. Mais en gros, c'est l'idée, quoi. C'est pour laisser la conclusion ouverte. C'est parfait. Voilà, c'est ça. Je vous laisse décider par vous-même. Hein. Moi, je suis une bibliothécaire, je ne suis pas là pour décider pour les gens, quoi. Vous avez le rôle de grand témoin, donc ça nous permet de... Non, mais même en tant que bibliothécaire, c'est ça notre rôle, en fait. Notre rôle en tant que bibliothécaire, et c'est ça le pluralisme, c'est de dire, sur une question, il y a des aspects à prendre en compte. Certains aspects sont positifs, certains aspects sont négatifs. Qui suis-je pour vous dire ce qu'il faut croire? Mais ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'au fond, on ne peut pas croire une chose juste parce qu'on a lu une partie des infos. Et moi, je viens de philo, hein, vous l'aurez, je pense, évidemment compris. Je crois au bénéfice des questions plutôt qu'au bénéfice des réponses. Et c'est pour ça que je dis que la bibliothèque, pour moi, c'est un lieu d'ignorance. Et je l'ai déjà dit dans mon séminaire pour ceux et celles qui en ont suivi. Je sais qu'il y en a ici, donc. Je pense que l'important, en fait, c'est d'en sortir plus troublé qu'à la fin. C'est d'en sortir des échanges qu'on peut avoir en se disant, bah mince, je suis pas sûre d'être sûre là. Et c'est ça qui est important. Voilà. Et ça c'est ça que je trouve beau dans le métier de bibliothécaire. C'est cette capacité qu'on a à amener les gens finalement, à faire des pas de côté, à faire des déviations par rapport à ce qu'ils pensaient être sûrs. Et pour moi, ça a un nom. Et c'est ça la force de la bibliothèque, ça s'appelle l'émancipation. C'est tout. C'est ça notre rôle. Merci beaucoup, Raphaël Batz. Je vous en prie. Il est midi et quart un petit peu passé. On arrive à la fin de notre journée d'études. Juste pour terminer, je voulais dire que Mireille nous a répondu pour le chapiteau. Oui. Ah, le chapiteau est à nouveau en place et nous envisageons de l'améliorer de façon durable. J'en étais sûre que vous ne lâcheriez pas le chapiteau. J'en étais sûre. On a depuis la bibliothèque de Toulon nous informe qu'ils ont organisé depuis la période de la crise des petites formations pour 6 personnes, chronophage, compliqué à monter, mais en fait avec beaucoup de succès. Là aussi, la question se pose, est-ce qu'on continue? Moi, j'ai envie de dire oui. Ce n'est pas parce que les bibliothèques vont rouvrir qu'on va arrêter les petites formations pour 6 personnes. Ça reste intéressant comme formule qui s'appelait aux adhérents. Oui. Après, je pense qu'il y a un problème général en bibliothèque. Alors ça, c'est aussi un problème de bibliothécaire. Hein. C'est cette volonté d'exhaustivité. Hein. Ça, c'est vraiment un truc de bibliothécaire. La volonté d'avoir tout et de couvrir tous les champs. La question du caractère chronophage de ce métier, elle était de toute façon hyper présente avec les animations qu'on fait. Et qui souvent prennent d'ailleurs beaucoup le pas sur le transfert d'informations et le travail sur la production de ressources. Hein. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait de prêter attention à ce problème-là. Et donc, je ne pense pas qu'il faille retourner en arrière. Je pense qu'il faut se reposer la question en fait de ce qu'on produit et de ce dont les gens ont besoin. Et notamment, si on se le pose sur la question de la vulnérabilité, il s'agira peut-être de faire moins d'animations, mais de penser ces animations prenons un exemple, je reprends l'histoire de l'heure du conte. Peut-être qu'on va faire moins d'heures du conte dans le mois, on va en faire 2 au lieu de 4, je ne sais pas, je dis une bêtise. Mais par contre, ces 2-là, on va aussi penser à les filmer. On va aussi penser à mettre sur le site web les extraits. On va aussi penser à faire des micro-trottoirs comme ça. On va faire des podcasts, etc. Et donc, finalement, ce que ça va changer, c'est qu'on va peut-être essayer de produire moins d'événements, mais que ces événements soient capables de toucher plus de monde, c'est-à-dire qu'ils rayonnent plus.
Donc, pour moi, en fait, la question, elle est toujours, plutôt que d'essayer de faire le maximum en termes de quantité, il faut essayer de faire le maximum en termes de diversité, et ce qui, du coup, apportera aussi une autre forme de qualité. Alors, moi, je vous encourage tous vivement à faire le point sur les animations et peut-être à réduire les animations, mais pour offrir un service plus étendu à toutes les catégories de personnes qu'il y a sur votre territoire. Et je sais que c'est dur parce qu'on adore faire des animations, mais il y a vraiment une réflexion à mener là-dessus, quoi.